Bonjour, bienvenue aux Essentiels en oncogériatrie. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Pauline Barbier qui va nous parler de la pharmacie hospitalière. Bonjour, je suis Pauline Barbier, pharmacien hospitalier au CHU de Nancy et je suis responsable de l'unité de préparation des thérapies anticancéreuses injectables. Quel est le rôle de la pharmacie hospitalière ? La pharmacie qui se trouve au sein d'un hôpital s'appelle pharmacie à usage intérieur. Leurs rôles sont assez larges, mais pour simplifier, nous devons être en mesure de pouvoir dispenser au patient tous les médicaments ou dispositifs médicaux dont il aura besoin durant son hospitalisation. Donc le pharmacien, aidé de nombreux collègues, dont les préparateurs en pharmacie hospitalière, va être responsable de l'approvisionnement, du stockage et de la dispensation de ces produits de santé. La dispensation des médicaments n'est pas seulement l'acte de délivrance, ça comprend également une partie sur l'analyse pharmaceutique. Donc nous allons vérifier le choix du médicament, de sa dose, vérifier également les interactions médicamenteuses et nous devrons pouvoir être en mesure de donner au patient les informations relatives au bon usage de ces médicaments. Donc pour cela, dans les établissements de santé, on peut mener des actions de pharmacie clinique. Donc cela peut être des programmes d'éducation thérapeutique, de conciliation médicamenteuse ou d'entretien pharmaceutique. Au CHU de Nancy, nous avons la chance d'avoir un interne en pharmacie également détaché dans certaines unités de soins pour être au plus proche du patient et des médecins. Donc c'est par exemple le cas en hématologie, en maladies infectieuses et en gériatrie. Des préparations sont également réalisées dans les pharmacies à usage intérieur. Donc pour la cancérologie, nous sommes amenés à préparer les perfusions de chimiothérapie ou d'immunothérapie. Ce sont des préparations qui doivent être stériles et qui contiennent des médicaments qui peuvent être dangereux ou toxiques. Donc c'est une activité qui est soumise à autorisation. Donc nous préparons ces médicaments en unités spécifiques, dites à atmosphère contrôlée, de façon à garantir la sécurité du patient, mais aussi du personnel et de l'environnement. Qu'est-ce que la polymédication et quelle est son importance en oncologie gériatrique ? Il existe de nombreuses définitions pour la polymédication. Celle que je vais retenir est celle donnée par la Haute Autorité de Santé, qui définit la polymédication comme la prise régulière de plusieurs traitements nécessaires à la prise en charge de plusieurs maladies chroniques. Cela repose donc sur la notion de polypathologie qui augmente fortement avec l'âge du patient. Donc en oncogériatrie, les patients qu'on va être amenés à traiter pour leur cancer sont déjà souvent atteints d'autres pathologies comme du diabète, des maladies cardiovasculaires ou des pathologies neurologiques qui sont déjà préalablement traitées. Donc plus le nombre de médicaments est important, plus le risque d'interaction médicamenteuse entre ces traitements est important également et il est donc primordial de faire une analyse pharmaceutique poussée pour les patients en oncogériatrie. Quelles pourraient être les adaptations des thérapeutiques du cancer chez les sujets âgés ? Chez les sujets âgés, la fonction rénale peut être souvent altérée. Donc le pharmacien, lors de son analyse pharmaceutique, doit prendre en compte la fonction rénale et consulter le bilan biologique de son patient. Cette fonction rénale altérée peut entraîner un retard d'élimination de certains médicaments et donc un risque de surdosage. C'est important pour tout médicament, c'est d'autant plus vrai en cancérologie, puisque ces traitements étant relativement toxiques, dès qu'on va avoir un surdosage, cela peut être à l'origine d'effets indésirables importants qu'il faut donc suivre de très près. Dans certains cancers, en amont de la prescription, la stratégie thérapeutique peut même être d'emblée adaptée à l'âge du patient. Ainsi, on ne va pas forcément traiter de la même façon un cancer chez un patient, un même cancer chez un patient de 30 ans en pleine forme que chez un patient de 80 ans. Donc, par exemple, en hématologie, certains cancers nécessitent la réalisation d'une greffe de moelle osseuse et pour cela, au préalable, il faut administrer au patient des doses intenses de chimiothérapie qui seraient trop toxiques pour un patient âgé et donc c'est une stratégie qui sera d'emblée écartée pour ces types de patients. Certaines molécules peuvent être aussi à l'origine de certains effets indésirables très spécifiques. Par exemple, on retrouve une classe thérapeutique qu'on appelle anthracycline qui peuvent donner des toxicités cardiaques. Donc chez des patients qui sont déjà âgés et qui ont déjà parfois une insuffisance cardiaque, c'est une classe thérapeutique qui sera probablement d'emblée écartée aussi pour ces patients.
De façon générale, selon l'âge du patient, mais aussi son état de forme, certaines molécules de chimiothérapie seront donc complètement écartées ou d'autres seront autorisées à condition d'appliquer une réduction de dose. Donc, par exemple, on retrouve parfois une réduction de dose d'environ 20% d'emblée appliquée sur le calcul de la posologie pour ces patients. D'autres effets indésirables qu'on peut retrouver fréquemment sont des effets indésirables neurologiques. Donc on parle de neuropathie avec par exemple des picotements au bout des doigts. Et ce sont des effets indésirables qui peuvent être accrus avec l'âge. Donc au final, lors de l'analyse pharmaceutique, évidemment, l'âge du patient doit être absolument pris en compte par le pharmacien. Et en pratique, c'est validé avec l'oncologue ? Oui, alors l'oncologue normalement l'a déjà appliqué sur sa prescription, mais nous quand on va avoir une prescription, par exemple on a des protocoles d'emblée où on a une vincristine qui est 1,5 mg au lieu de 2 mg. Si on doit se poser la question de pourquoi pas 2, on regarde l'âge, on voit 74 ans, on se dit c'est bon, c'est pour ça. Mais effectivement on vérifie à chaque fois selon l'âge du patient si la dose a été diminuée ou pas. Comment mieux encadrer les traitements médicamenteux du cancer chez le sujet âgé et quelle est par exemple l'expérimentation Acodum-Picto ? Alors nous avons parlé jusqu'à présent beaucoup de chimiothérapie par voie injectable, mais de plus en plus de molécules de chimiothérapie ou des thérapies ciblées sont proposées par voie orale. Donc la voie orale, elle présente de nombreux avantages. La première qu'on peut citer, c'est évidemment que le patient ne va pas forcément être obligé de prendre son traitement en hôpital de jour ou en hospitalisation et va pouvoir prendre son traitement à son domicile. La condition, c'est que par contre, le patient doit absolument respecter le protocole qui a été prescrit par son médecin et validé par son pharmacien et prendre son traitement correctement. Donc, pour le prendre correctement, le pharmacien va pouvoir donner des conseils sur les plans de prise, par exemple, en conseillant des horaires d'administration. Et ça peut être donné lors d'entretiens pharmaceutiques. Les entretiens pharmaceutiques ils peuvent être faits soit par un pharmacien seul, mais l'avantage du programme Acodum-Picto était un programme qui était proposé à tout patient lors de la primo-prescription, donc c'est-à-dire la première prescription d'une thérapie anticancéreuse par voie orale, pour laquelle, au moment de la primo-prescription, nous réalisions un entretien tripartite. Donc ça veut dire qu'on avait un entretien qui était mené par le médecin, un par un infirmier, une infirmière, et un par le pharmacien hospitalier. Donc lors de cet entretien pharmaceutique à l'hôpital, nous faisions ce fameux plan de prise. Nous donnions également des conseils sur le patient, par exemple pour répondre à ces questions. Que se passe-t-il si j'ai oublié une prise? Est-ce qu'il faut reprendre une double dose à la fois d'après? Ou que se passe-t-il si j'ai vomi juste après avoir pris mon traitement? Est-ce qu'il faut reprendre un traitement ou pas? Toutes ces questions que les patients posent fréquemment. Évidemment, l'analyse pharmaceutique était réalisée aussi. On recherche les interactions médicamenteuses, ce qui rejoint encore l'importance pour l'oncogériatrie puisque nous avons souvent des patients polymédiqués. Mais aussi, nous faisions aussi l'analyse avec les interactions sur l'alimentation et la phytothérapie qui est de plus en plus plébiscitée par les patients. Ensuite, l'expérimentation Acodum-Picto, son originalité était qu'elle ne restait pas cloisonnée à l'hôpital et qu'on transmettait les informations vers la ville. Donc on donnait le relais en quelque sorte pour impliquer les professionnels de ville, donc que ce soit les infirmières libérales, soit les pharmaciens d'officine qui à leur tour menaient des entretiens, assuraient un suivi des informations et pouvaient surtout les retransmettre à nouveau vers l'hôpital. Donc on parle souvent de lien ville-hôpital, là c'était même un lien hôpital-ville-hôpital pour être au plus proche du patient et assurer vraiment un suivi de ses toxicités éventuelles et favoriser son observance. Donc ce programme a été une réussite, ça a été très apprécié que ce soit bien sûr par les patients eux-mêmes comme par les professionnels de santé. Donc l'expérimentation est terminée. En revanche, le programme va se poursuivre et nous attendons les recommandations nationales pour le déploiement sur le territoire. Quelles pourraient être les pistes d'amélioration des prescriptions médicamenteuses dans cette population âgée ? Alors, les pistes d'amélioration sont nombreuses. On attend beaucoup de l'intelligence artificielle. C'est un mot un petit peu à la mode, mais qui a toute son importance, puisque nous sommes encore, malgré l'expérimentation Acodum-Picto, cloisonnés entre ville et hôpital. Et nous avons aussi des données qui sont disponibles dans plusieurs logiciels différents. Nous avons un logiciel pour les résultats biologiques, un logiciel pour la prescription des chimiothérapies, un logiciel pour les prescriptions des autres médicaments, avec peu de solutions pour croiser toutes ces données.
Donc c'est là où on attend des solutions d'intelligence artificielle pour pouvoir croiser et analyser toutes ces données de façon de plus en plus pertinente, a fortiori, encore une fois, chez des patients âgés qui ont plusieurs médicaments souvent prescrits pour des pathologies chroniques diverses. Et de manière plus concrète, indépendamment de l'intelligence artificielle, y a-t-il des aides possibles ? Eh bien, au-delà de l'intelligence artificielle, avec nos propres moyens humains actuels, il y a des tas de solutions, des démarches de pharmacie clinique que nous pouvons entreprendre. Nous avons parlé à l'instant des entretiens pharmaceutiques, mais il y a également de l'éducation thérapeutique du patient qui peut être déployée dans les établissements. Et évidemment, la conciliation médicamenteuse qui sera abordée avec ma collègue prochainement. Un grand merci pour votre intervention et à bientôt pour un nouvel épisode des Essentiels en oncogériatrie. Au revoir. Merci, au revoir.